C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue, parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France. Alors pour moi, la démocratie, c'est d'abord un système politique qui donne la possibilité aux citoyens d'intervenir dans la gestion des affaires publiques, mais ensuite c'est également un système qui offre une certaine sécurité légale, sociale aux citoyens, et enfin c'est aussi un régime qui généralement tend à davantage d'égalité, voire d'équité. Si on prend l'acception politique de la démocratie, il est clair que le référendum est quand même un moyen pour intervenir dans les affaires publiques. Alors, ce qui est intéressant en Suisse, me semble-t-il, c'est qu'il y a plusieurs formes de référendum. Il y a ce qu'on appelle le référendum, effectivement, qui est la possibilité de s'opposer à des lois existantes ou des décisions existantes. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'initiative, c'est-à-dire la possibilité de proposer des solutions. Alors pour ça, je dois dire que je pense qu'il serait intéressant d'avoir un outil supplémentaire qui soit celui d'indiquer des problèmes, mais sans donner de solution. Parce que souvent, les solutions ne correspondent pas vraiment aux problèmes qui sont, pour leur part, tout à fait réels. Alors, les risques sont innombrables. Ils sont si nombreux que j'aimerais les prendre par catégorie. Tout d'abord, en ce qui concerne la population elle-même à qui on pose la question. Il me semble que le risque principal, c'est le risque d'ignorance. Alors, ça peut être par déficit d'information, ou parce que les informations étaient fausses, ou encore parce que j'ai appelé l'hyper-individualisme ou l'hyper-démocratie, c'est-à-dire que les personnes estiment que leur avis, même s'il n'est pas avisé, vaut la peine d'être entendu par tout le monde. Alors ça, c'est un premier problème qui est très important. Il y a un deuxième problème qui, me semble-t-il, a été illustré de manière particulièrement frappante par le Brexit, qui est un problème de confusion, c'est-à-dire qu'on demande à la population de se prononcer sur une question, mais qu'en réalité, elle prend cette occasion pour se prononcer sur sa confiance ou non dans le gouvernement. La plupart des citoyens britanniques ont voté pour le Brexit, non pas forcément parce qu'ils étaient pour le Brexit, mais pour dire qu'ils étaient contre leur gouvernement. Donc ça, c'est un premier ensemble de problèmes qui va pouvoir éventuellement être exploité par ceux qui proposent le référendum. Et là, le risque est bien entendu de tomber soit dans la démagogie, c'est-à-dire je vous offre des arguments qui sont des arguments de type affectif et je mets de côté tout ce qui est plutôt rationnel. Ou alors le populisme, c'est-à-dire on flatte les gens dans le sens du poil, les caresse dans le sens du poil, et en disant nous prenons votre défense contre des élites épouvantables qui essayent de vous piéger, en mettant là de côté le fait que la plupart des personnes qui proposent des référendums sont elles-mêmes une partie de cette élite politique. Il y a pour le gouvernement, qui, surtout s'il n'est pas à l'origine du référendum, différents problèmes qui peuvent se poser. Des problèmes qu'on pourrait appeler de décrédibilisation, des problèmes de perte de contrôle, soit des problèmes qui sont généralement subsumés dans la littérature sous le terme de délégitimation. Et il y a encore un problème que l'on rencontre très très souvent en Suisse, c'est lorsque le gouvernement n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise par la population. Généralement parce que ça met la Suisse dans une position internationale tout à fait intenable. Et là, il faut pouvoir jongler avec cette volonté populaire dont on n'a pas le droit de se défaire ouvertement, et donc essayer de montrer au gouvernement étranger que le gouvernement suisse et la population suisse, c'est deux choses différentes. C'est assez compliqué. Et surtout, il faut désavouer la population sans le montrer non plus, parce que cette population, ce ne sont pas seulement des gens qui prennent position lors d'un référendum, ce sont aussi des gens qui vous élisent. Donc, si vous voulez rester à la tête des affaires, eh bien, il faut bien avoir la confiance de ces populations. Enfin, un dernier problème, une catégorie de problèmes que je vois,
est dans l'outil même du référendum. Le référendum, ce sont généralement des questions assez complexes auxquelles il faut répondre par oui ou par non. Et ce sont souvent des questions auxquelles il est impossible de répondre par oui ou par non. Et le grand jeu, alors, consiste, pour ceux qui proposent ces référendums, de lier deux questions qui, finalement, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, et ensuite de demander une seule réponse. Donc là, il y a toutes sortes de risques, des difficultés qu'il faut arriver à surmonter. Ce n'est pas toujours très simple. Il y a beaucoup plus de référendums qui se sont montrés contraires aux intérêts de la population que des référendums qui vont dans le sens de ce qui pourrait être bénéfique pour cette population. Je pense pour les Français que la plupart des plébiscites napoléoniens font partie de cette catégorie. Il y a aussi un exemple qui est encore plus frappant, qui est celui de l'Anschluss. Généralement, on oublie que l'intégration de l'Autriche dans l'Allemagne nazie a été réalisée, ça serait fait de toute manière, mais elle a été réalisée officiellement grâce à un référendum. Et enfin, en Suisse, on sait que ça pose toutes sortes de problèmes. Le référendum en tant que tel, c'est-à-dire la possibilité de s'opposer à des lois, peut mener à des blocages. Et d'ailleurs, une grande partie de la politique suisse de la seconde moitié du XIXe siècle a été totalement bloquée à cause ou grâce au référendum. Pour l'initiative, eh bien, on sait également en Suisse que c'est généralement des décisions très conservatrices qui sont prises par le biais des initiatives. J'aimerais là de nouveau prendre un exemple historique. C'est celui de la première initiative qui a été proposée à la population helvétique, et d'ailleurs aussi la première initiative qui a été acceptée. Eh bien, c'était une initiative en 1893 qui était totalement antisémite. Donc, on voit là que ce sont souvent des outils qui peuvent être au désavantage de la population. Je dois dire que je comprends très très bien les réticences que peuvent avoir les partisans de la démocratie représentative par rapport à la démocratie directe, ne serait qu'en raison des différentes difficultés qui sont assez considérables. Et je pense qu'un des éléments qui contribue aussi à cette réticence, eh bien, c'est le constat que pour surmonter ces difficultés, alors il faut peut-être multiplier les consultations populaires, ou alors en tout cas il faut se donner le temps d'une certaine éducation, une certaine culture politique, mais qui ne peut pas se décréter du jour au lendemain. Donc je comprends très très bien ces réticences. Ajouter en revanche qu'en faveur donc, des partisans de cette démocratie directe, que non seulement c'est quand même très satisfaisant pour les citoyens de pouvoir s'exprimer quand ils le désirent, ou plus ou moins quand ils le désirent, mais aussi ça confère une certaine stabilité à l'ensemble, une fois que c'est bien rodé, parce qu'il est très très difficile en tant que ressortissant d'un pays de désavouer la majorité, même si on n'est pas d'accord. On sait qu'une grande partie de la population a pris cette décision, et dans ce cadre-là, on est presque obligé de faire avec, c'est-à-dire de se poser la question de savoir comment se fait-il que des personnes aient pris une décision qui va totalement à l'encontre de ce que moi j'estime bien pour la majorité. Et dans ce cadre-là, je crois que ça garde aussi une vie politique intérieure relativement vivace. Je vais vous faire une réponse peut-être un peu désabusée, j'espère bien. Je suis totalement d'accord avec Churchill, c'est le moins mauvais système. Mais c'est vrai que cette crise sanitaire me semble être un mauvais contexte pour l'affirmation de la démocratie, soit parce que dans leur désarroi, des personnes seraient tentées de se tourner vers des figures tutélaires qui leur permettraient de voir par où ça passe et de ne pas avoir à se poser trop de questions, ou bien alors inversement, parce que durant cette crise, eh bien, on voit cet hyper-individualisme qui est tout à fait stimulé par la société, par l'éducation, eh bien, se manifester encore plus et rendre des réflexes de réflexion concernant le bien commun finalement assez lourds et difficiles à porter. Je crois que cette crise, demandant des efforts personnels à chacun, vient se rajouter aux efforts que demande malgré tout la démocratie,
qui sont des efforts donc d'abnégation, de réflexion, qui portent les individus au-delà de leurs intérêts premiers. Un ouvrage de littérature canadienne qui s'appelle The Break et qui raconte l'histoire d'une jeune femme de peuple autochtone. Et cela permet de voir que même dans une société qui se veut aussi ouverte que la société canadienne, il y a d'innombrables problèmes. Et se montrer ouvert aux autres, c'est très compliqué. Ça demande des efforts, j'y reviens.